comment réussir sa reconversion professionnelle avec en invité Sarah Masengo de la plateforme Time for Action. Yes, bienvenue dans ce live. Si aujourd'hui, toi aussi, tu as envie de changer de job, tu veux changer de secteur, tu veux passer à autre chose, tu veux tout simplement rebooster ta carrière, tu es la bienvenue dans ce live. Bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue. Coucou, hello, hello, Haget Clavy, Mampilé, hello, hello, hello à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live sur la reconversion professionnelle. Comment booster ta carrière? Comment se lancer dans une reconversion? Pourquoi est-il important aujourd'hui, en 2021, de relancer sa carrière professionnelle? Tout est possible. Tout est possible. Rien n'est figé. Tu peux toi aussi amorcer un changement dans ton secteur d'activité. Bonjour Rosalinda. Bonjour Linda. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Hey, hey, hey. Hello, hello, hello à toutes et à tous. J'attends que Sarah arrive et me fasse une demande d'invitation. Et ensuite, on pourra tout de suite démarrer sur ce live. Hello Kadiatou, bonjour mon pilé. Hello, hello, hello à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour ce live. On va démarrer, donc on va parler de reconversion professionnelle. Bonjour Créabo, on va parler de reconversion professionnelle comme je vous le disais. Comment booster sa carrière, quels sont les bons choix à faire, comment amorcer un changement de métier, un secteur d'activité, comment passer peut-être du salariat à l'entrepreneuriat, comment se repositionner quand on a peut-être fait une pause pour son enfant, congé parental, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a envie aussi de se relancer d'un point de vue professionnel. Donc voilà, salut Lydia, salut Monique, comment allez-vous? Et donc c'est la raison pour laquelle je souhaitais vraiment faire venir aujourd'hui Sarah Masengo parce que je sais que Sarah est experte en RH. Elle a 10 ans d'expérience en ressources humaines et elle a aujourd'hui lancé sa boîte concernant la reconversion professionnelle. Donc coucou Sarah, tu es là. Envoie-moi une invitation, comme ça on démarre tout de suite, on ne perd pas de temps. Comment vous allez? Vous allez bien? Je sais que c'est un sujet qui est très populaire parmi toutes les personnes qui me suivent, parmi toutes mes clientes et toutes les abonnés qui me suivent actuellement. Allez, c'est parti. Hello à toutes et à tous. Bon appétit pour toutes les personnes qui mangent. Salut Monique. Pour toutes les personnes qui sont en train de déjeuner actuellement, bon appétit. Coucou Muriel. Salut Sarah, comment vas-tu? Très bien, écoute, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et tu sais, Muriel, je regardais tes lives, je me suis dit, mais purée, comment tu présentes bien au démarrage. Quand je fais mes lives, j'hésite un petit peu, j'ai toujours des petits problèmes de connexion, donc je suis là en train de réfléchir. Toi, c'est tout de suite, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ah ouais, c'est let's go, on perd pas de temps. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Sarah. On va aller déjà droit au but parce que voilà, on va aller à l'essentiel. Ici, on passe à l'action. Alors, tout d'abord, présente-toi rapidement pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Allez, vas-y. Oui, alors moi je suis Sarah, j'ai 35 ans et voilà, je suis maman aussi de 2 enfants et j'ai fait un master en ressources humaines et j'ai travaillé 10 ans, principalement en gestion des carrières, recrutement, etc. Et comme beaucoup de personnes, si tu veux, j'étais dans cette quête de sens. Mon travail, c'est vrai qu'il était bien payé, ça se passait bien, mais le truc, c'est que je me sentais pas vraiment utile, j'avais ce masque social et j'arrivais pas vraiment à avoir de l'impact. Donc finalement, ça faisait plusieurs années que je me posais la question comment entreprendre ce genre de choses. J'ai franchi le pas. J'ai créé Time for Action et finalement, j'ai créé un programme que j'aurais rêvé d'avoir moi quand j'étais salariée pour trouver ma voie et vraiment réussir ma reconversion professionnelle. Voilà. D'accord. Donc, tu t'es lancée il y a à peine quoi, un an, c'est ça à peu près? Un peu moins, je me suis lancée officiellement depuis le fin juin de l'année Alors, dernière. alors juste un instant, est-ce que vous entendez toutes et tous bien, Sarah? Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est très important parce que parfois on parle, mais on n'est pas sûr. Si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à bien le dire. Parce que moi, j'ai un petit écho quand tu parles, Sarah, c'est pour ça. D'accord. Écoute, si tu veux, je peux mettre mes. Parce que j'avais fait un live la dernière fois, c'était bien passé. Oui, mais mets tes écouteurs, vas-y. Ouais, je vais mettre mes écouteurs si tu veux. Salut, salut, salut Ariel. Salut Laurence. Alors attends, parce que du coup, comme j'ai pas beaucoup de batterie, moi j'espère que ça va aller au niveau de la batterie. Bon, c'est ça les conditions. Elles disent que c'est bon. Alors, elles disent que c'est bon. C'est bon pour toi? Non, mes écouteurs marchent pas, j'entends pas. D'accord, enlève alors. Enlève, c'est pas grave, on entend bien, on va y aller comme ça. Kadia dit parfaitement. C'est bon? Bon, c'est bon alors. On continue comme ça. Ok, ça marche. Alors, bon, c'est super.
tout d'abord, donc, du coup, je sais plus où on en était, mais on va y aller. Alors, on va poser les choses tout de suite. Qu'est-ce qu'une reconversion professionnelle pour que tout le monde sache très bien de quoi nous allons parler? C'est quoi une reconversion professionnelle? Oui. Alors, une reconversion professionnelle, c'est quand en fait vous changez de métier. Et voilà, Kadia dit qu'il n'y a pas d'écho, donc bon, super. Quand vous changez de métier et de secteur d'activité. Voilà. Donc, D'accord. c'est vraiment ça, la reconversion professionnelle. D'accord. Donc, en gros, la reconversion professionnelle, ça nécessite forcément un changement, un développement de nouvelles compétences. C'est bien ça. Tout à fait, voilà, exactement. Et ce que je disais, hein, parce qu'hier aussi, j'étais interviewée dans un podcast, finalement, dans une reconversion professionnelle, c'est qu'en fait, voilà, vous démarrez une nouvelle aventure, mais vous allez souvent capitaliser sur ce que vous avez déjà fait. Ça, c'est vraiment important de le faire. Vous partez jamais d'une page blanche. Il y a forcément des compétences qui sont transférables, en fait. D'accord. À quel moment, on le sait très bien, il y a eu le confinement qui est passé par là en 2020. Il y a énormément de personnes qui se sont remises en question en étant chez eux, en travaillant en télétravail, qui se sont rendues compte qu'effectivement, elles pouvaient peut-être changer de domaine d'activité. Selon toi, à quel moment faut-il faire une reconversion professionnelle? Alors, c'est quand vous sentez vraiment que, il y a ce qu'on appelle en fait le burn-out et le burn-out, c'est l'ennui et la quête de sens. Finalement, vous êtes dans votre job et vous vous sentez inutile, vous n'avez pas du tout d'impact, vous vous ennuyez, ou alors il y a certaines personnes qui sont aussi au burn-out tellement finalement qu'elles se sentent inutiles dans leur travail. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, il y a pas mal de personnes qui m'appellent et qui me disent, Sarah, j'ai envie de me reconvertir. Et parfois, souvent, elles n'ont pas forcément le besoin de se reconvertir. C'est juste que leur environnement de travail ne leur correspond pas. Donc, c'est vraiment important de se poser une bonne question. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail? Est-ce que vraiment je ne supporte plus les tâches que je fais? Et là, je ne me sens plus du tout utile. C'est vraiment essentiel de s'interroger comme ça. D'accord. Est-ce que c'est un excellent moyen, du coup, pour rebondir, faire une reconversion professionnelle, pour redonner de l'élan à sa carrière? Est-ce qu'il y a un âge précis où il faut faire une reconversion? Dis-nous. Non, il n'y a pas d'âge précis. Moi, j'ai même des personnes en fait très jeunes. Elles finissent leurs études après 2 ans d'expérience. Elles se disent non, mais je suis pas du tout à la bonne place. Donc vraiment, finalement, il n'y a même pas d'âge. Il y a même des personnes qui se reconvertissent. Moi, j'ai une cliente qui a 50 ans. Donc le truc, c'est que vraiment se dire finalement, écoutez votre intuition. Et si vous sentez que dans, votre travail ne vous correspond pas, finalement, que vous vous ennuyez, que vous avez la boule au ventre et que finalement, les tâches que vous n'avez aucun intérêt, parce que c'est vraiment ça, hein. Moi, mes clientes, c'est que ce qu'elles font, ça, elles ne sont pas du tout intéressées, elles s'ennuient profondément. Et là, c'est l'occasion de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? D'accord, très bien. Alors, tout d'abord, chose très simple, quelles sont les premières démarches qu'il faut faire quand on veut lancer une reconversion professionnelle? D'accord. Alors, pour moi, la première démarche, c'est de se demander déjà qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes en fait, qui m'appellent, qui ne se posent pas forcément les bonnes questions. Aujourd'hui, j'ai envie de reconvertir. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est un environnement de travail simplement, problème de manager, vous êtes trop stressé dans votre travail, que vous avez trop de boulot, auquel cas, ça ne nécessite pas une reconversion. Ou est-ce que vraiment, finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous faites, vous n'aimez pas ce que vous faites. Vraiment, que le travail que vous faites est contre vos valeurs. Vous avez l'impression finalement d'avoir ce masque social et de faire semblant parce que votre travail ne vous permet pas de briller. Et ça, c'est vraiment ça. Moi, quand j'ai travaillé en ressources humaines, tu vois, moi, j'étais plutôt en gestion des carrières et je voyais énormément de personnes finalement qui étaient un peu en mode pilote automatique. Ça, c'est vraiment un truc. Ils avançaient sans se poser les bonnes questions. Ils n'ont pas l'impression d'être stimulés au quotidien. Ils font pas preuve de curiosité. Ils n'apprennent plus rien. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est l'occasion de se dire, là, c'est plus possible. Je ne vais pas continuer comme ça. Autre chose aussi, il y a des personnes qui ne s'écoutent pas finalement et qui ont ces symptômes en disant je m'ennuie, je sais que je ne suis pas à la bonne place et qui attendent le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment la phase ultime où tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus bouger. Attention, réveillez-vous, vous avez des signaux déjà pour vous dire là, tu n'es pas à la bonne place. Donc, c'est important de s'écouter finalement. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le burn-out pour ceux Bien qui ne sûr. savent pas, juste en Oui. précision? Ouais, bon, je pense que vous avez forcément une collègue ou des personnes de votre entourage qui sont passées par là. En fait, le burn-out, c'est vraiment c'est l'épuisement total. Vous n'avez plus en fait l'énergie pour travailler. Juste pour clarifier un peu tout ça, le burn-out, en fait, il y a 4 étapes. C'est que vous arrivez, vous commencez votre job, vous êtes vraiment enthousiaste, tout se passe bien. Et après, finalement, vous vous dites, bon, je vais quand même me surinvestir parce que j'en fais pas assez. Donc voilà, vous faites ça. Après, il se passe rien, la désillusion. Et après, finalement, vous avez des signes physiologiques. Le burn-out, c'est votre corps, enfin, ne peut plus avancer. Vous êtes épuisé et vous n'arrivez plus à vous rendre au travail. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est limite un peu la dépression nerveuse pratiquement. Oui, c'est la dépression nerveuse. Et là, effectivement, il faut consulter un thérapeute et pas rester seul.
Et à contrario, le Oui, bore out, ça oui. veut dire? Alors, burn-out, comme son nom l'indique en anglais, c'est l'ennui. C'est que vous êtes dans votre travail, vous vous ennuyez complètement. En fait, vous réfléchissez même pas, vous faites les choses d'une manière un peu automatique sans vous poser les bonnes questions. Et vous n'avez plus l'impression d'apprendre. Vous êtes un peu comme un robot. Et moi, la plupart de mes clientes, elles sont dans cette situation parce que finalement, leur métier ne leur permet pas de mettre en application vraiment leur talent. Voilà. Il y en a beaucoup, par exemple, qui sont très créatives, qui aiment créer ce genre de choses, mais leur travail ne nécessite pas du tout ça. Donc là, finalement, il y a un conflit de valeurs. D'accord, très bien. Mais on est d'accord, la reconversion professionnelle, juste pour rappeler les choses, il ne faut pas le faire non plus sur un coup de tête. Il faut se Ah poser oui, les vraies questions pour lesquelles on fait la reconversion. Parce que par exemple, on peut des fois aimer son métier, mais c'est juste le contexte dans lequel on est qui n'est ça. pas le bon. On peut être d'accord. C'est ça. Et c'est souvent ça. Moi, il y a des personnes, moi, voilà, je vends pas pour vendre. Quand on fait des appels, moi, avec, voilà, j'offre une session de coaching offerte et en posant des questions, je vois bien que c'est juste l'environnement de travail qui ne correspond pas à la personne. Auquel cas, voir avec son manager, changer de boulot, mais en aucun cas faire ça sur un coup de tête. Tu me dis si je parle trop, hein. Non, non, pas du tout. Non, c'est bien, c'est clair. C'est ce que je dis, donc alors, le truc, c'est que vraiment aussi se dire, c'est que si vous voulez vous reconvertir, il y aura aussi, c'est un projet, il faut en parler en fait en famille. Si vous êtes en couple ou ce genre de choses, ça va nécessiter un changement, parfois une baisse de rémunération. Il y aura des sacrifices à faire, une formation peut-être. Et peut-être que si vous avez des enfants, vous serez peut-être moins disponible. Est-ce que vous êtes prête à vous investir dans une formation? Est-ce que vous êtes prêt à gagner moins bien votre vie, à faire une concession au niveau de la rémunération? Est-ce que vous êtes prêt à mettre de côté votre projet d'achat immobilier, ce genre de choses? Donc, c'est vraiment un projet qui doit se faire en famille ou vraiment penser à l'environnement, à vos conditions de vie qui vont changer. D'accord, tout à fait. Alors, peut-être coupure pour toutes les personnes qui ont des questions. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions avec le point d'interrogation. Comme ça, en fin de live, on pourra y répondre avec Sarah. Donc, pensez bien à poser vos questions dans la boîte d'interrogation. C'est totalement vrai ce que tu dis au niveau du style de vie, parce que effectivement, souvent, quand on se lance dans une reconversion, bah, si on change totalement de secteur, je sais pas, Ouais. on va dire par exemple une personne qui travaille dans les ressources humaines, qui veut par exemple devenir, je sais pas, assistante maternelle, bah, Mm. automatiquement, bah, il faudra peut-être se former. Peut-être qu'éventuellement, il y aura peut-être au départ une baisse de revenus. Il faut savoir, est-ce qu'on est prêt à avoir un style? Parce que des fois, on veut une meilleure qualité de vie. Effectivement, passer plus de temps avec ses enfants, plus de temps avec son conjoint, ne plus finir tardivement. Mais à côté de ça, il y a une baisse de revenus. Il faut aussi un petit peu être prêt à savoir est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices sur son style de vie, comme également Exactement. sur la formation. Je sais que vous êtes beaucoup à vous dire, c'est vrai que l'État aide beaucoup, il faut dire la vérité, pour faire la forme, pour faire des formations. Il y a le Pôle emploi si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, vous avez le Conseil général, vous avez le Transition Pro, vous avez également pas mal d'aides qui sont faites au sein des conseils. Mais n'oubliez pas que si vraiment vous voulez vous former, il y aura peut-être aussi un petit peu un moment, peut-être commencer à mettre de l'argent de côté. S'il y a une formation que vous ciblez qui demande à ce que vous mettez de votre poche, il faut aussi prévoir le fait qu'il faudra peut-être économiser un petit peu avant de se lancer dans telle ou telle formation. Et voilà, la reconversion professionnelle, c'est un vrai sujet, comme tu dis, aussi bien d'un point de vue personnel que familial. Et c'est vrai qu'il faut en parler autour de soi et ne pas se lancer tête baissée. Hein. C'est bien ça, Sarah. C'est ça. Et surtout, tu vois, Muriel, ce que tu disais par rapport aux formations, moi, j'ai pas mal de personnes qui m'appellent et qui se disent, voilà, je veux faire une formation. Et parfois, c'est pour fuir leur travail et elles ne font pas, en fait, un travail d'introspection. Donc, moi, en fait, les formations, c'est bien, c'est pris en charge par le CPF. Tu viens d'expliquer qu'il y a beaucoup de dispositifs par le gouvernement. Néanmoins, le problème, c'est que les personnes foncent dans une formation sans prendre le temps de savoir ce qu'elles veulent vraiment, sans prendre le temps de se connaître. Et après, c'est vraiment raté. Moi, je vois énormément de personnes qui font ça, qui font des formations, qui disent, bon, bah, finalement, je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc, pour moi, la formation, ça vient à la fin. Et moi, justement, j'aide les personnes dans ce sens où je ne suis pas la seule à le faire, mais faire un travail d'introspection pour voir quels sont vos talents. Parce que les personnes ne savent même pas. Souvent, les personnes qui m'appellent, elles ne sont pas conscientes vraiment moi, je parle souvent à mes clientes, zone d'excellence, ce genre de choses, mais dans quoi vous êtes bonne? Les personnes disent, bah, je ne sais même pas ce que j'aime, je ne sais même pas dans quoi je suis bonne et je veux faire une formation. Ça ne sert à rien. Vraiment, j'insiste hein, là-dessus. D'accord. J'avais autre chose à te dire. J'ai beaucoup de gens aussi qui ont très peu de diplômes, très peu de diplômes, très peu de formation. J'ai pas mal de mamans qui veulent également se relancer après une pause bébé, congé parental et autres. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes actuellement? Par quoi doivent-elles commencer? Ouais. Alors déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est voir déjà elles-mêmes à titre personnel qu'elles puissent se dire, enfin, capitaliser sur toutes leurs expériences.
C'est-à-dire là, aujourd'hui, si elles ont, voilà, elles sont mamans au foyer, elles n'ont pas travaillé pendant plusieurs années, mais quand même, elles ont peut-être fait des choses avant. Et c'est déjà à elles de se dire, OK, quelles sont mes compétences? Parce que parfois, les personnes comme ça, elles sont sorties du système et elles sont même plus conscientes de ce qu'elles valent sur le marché. Donc, déjà, se poser ces questions, déjà, enfin, voilà, enfin, à l'écrit, se dire quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je veux faire. Et si elles ont vraiment une idée précise du poste qu'elles veulent exercer, moi, je sais que je suis active aussi sur LinkedIn et j'étais recruteur, même s'il y a un trou sur le CV, si la personne sait vraiment ce qu'elle veut faire et que finalement son niveau de compétence est suffisant, ne pas hésiter justement à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Très bien. J'aimerais vous parler aussi d'un autre thème parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, notamment, ben, tu le sais, je le sais également. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour se sentir mieux, il faut quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Vas-y. Non, mais franchement, en fait, c'est trop simple. Ça, c'est comme si on fuyait quelque chose et finalement, les problèmes que vous avez en tant que salarié, si vous fuyez vraiment le salariat sans vous poser les bonnes questions, dire oui, entreprendre, ce sera mieux, ça, c'est pas du tout le bon raisonnement à avoir. Parce que l'entrepreneuriat, il faut se dire que c'est quand même difficile et c'est pas, quand on est entrepreneur, c'est difficile en fait de couper, c'est-à-dire à partir du moment, je sais pas, à 19 heures, de dire bon, c'est fini, je ne parle plus de mon boulot. On est quand même en permanence connecté avec son entreprise. Donc pour moi, ça ne marche pas. C'est se vraiment poser les bonnes questions. Je quitte le salariat, mais pour quelles raisons je veux entreprendre? Qu'est-ce qui vous motive particulièrement? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à vous investir? Il y a un prix à payer aussi dans l'entrepreneuriat. Et pour pouvoir avoir des clients et vivre de son activité, il y a quand même un effort à fournir. Donc vraiment savoir quelles sont vos motivations les plus profondes. Et en fait, ne pas se mentir, parce que moi, j'ai constaté que les personnes souvent savent ce qui est bon pour elles, mais en fait, elles n'osent pas s'affronter. Donc vraiment, interrogez-vous là-dessus. D'accord, très bien. Donc voilà, comme vient de dire Sarah, c'est très important. Ne croyez pas que l'entrepreneuriat est un échappatoire au salariat, parce qu'en plus, l'entrepreneuriat, c'est vaste. Il y a énormément de domaines d'activité et parfois, on peut même se retrouver à travailler plus que ce qu'on le pense également, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui se disent, si je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais peut-être passer plus de temps avec mes enfants, ce qui peut être le cas également, parce que on est flexible, mais ça va dépendre aussi du domaine dans lequel on va se lancer, le domaine d'activité. Par exemple, je prends ton exemple. Toi, tu as pu te lancer dans l'entrepreneuriat, mais l'expérience que tu as eue dans le salariat, tu l'as capitalisée et ça t'a donné la force d'aller vers l'entrepreneuriat. On est d'accord? Voilà, exactement. Et aussi, c'est vrai que finalement, moi, je vois aussi avec certaines de mes clientes, c'est parfois aussi l'entrepreneuriat, parfois c'était un rêve qui était un peu enfoui. Il y a des personnes, je pense à une personne en l'occurrence, elle voulait vraiment le faire, mais elle n'osait pas assumer ses ambitions. Donc, il y a vraiment aussi ça, vraiment s'écouter, s'observer et se dire que si vous voulez avoir plus de temps avec vos enfants, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la voie idéale. Il y a d'autres choses à faire. Pour moi, il faut avoir d'autres motivations beaucoup plus profondes que ça. D'accord, très bien. Ensuite, autre chose que je voulais te parler, comment concilier après par la suite la vie professionnelle et vie privée? Parce que voilà, on en parle, donc on dit que c'est pas forcément l'entrepreneuriat. On parlait tout à l'heure du style de vie. Faire une reconversion professionnelle, c'est que des fois passer du temps dans une formation, peut-être reprendre des études. Dans Ouais. ces moments-là, comment rassurer une personne qui se dit le fait que je me relance dans une reconversion, je vais devoir me former, je vais devoir retourner sur les bancs d'école. Est-ce que je vais y arriver? Surtout quand on a quitté l'école pendant plusieurs années, on peut avoir ce genre de doute et de crainte. Comment toi tu rassures tes clientes? Alors, moi, je dirais déjà, il y a un truc, c'est que pour celles qui ont des enfants ou autres, c'est que accepter de déléguer. En fait, parfois, il y a le mythe de la femme parfaite et on a envie d'être sur tous les plans. Si vous allez, il y aura une reprise d'études, forcément, vous n'allez pas pouvoir tout gérer à la maison, ce ne sera pas possible. Donc, ne pas hésiter justement à solliciter de l'aide extérieure, sinon vous allez faire un burn-out, en fait. Et parce que finalement, là, vous allez peut-être mettre votre vie peut-être personnelle en suspens où ça va être un peu compliqué, ce sera une période transitoire, mais vraiment demander de l'aide extérieure. Recenser, par exemple, tout ce que vous faites chez vous, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, ce genre de choses. Parce que après, si vous voulez être sur tous les plans, vous allez vous épuiser. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ouais. C'est important ce que tu dis. Il faut savoir faire aussi, il faut savoir aussi prioriser. Mais à Ouais. bout d'un moment, si tu sais que voilà, tu reprends tes études et que ça va te prendre tous les week-ends, tu vas devoir peut-être parfois laisser de côté un peu le ménage, peut-être laisser de côté le fait, les invitations. Bon, là, pour le coup, on est confiné, donc les invitations, c'est compliqué. Peut-être Ouais. faire le choix de peut-être réduire ses vacances. Là où tu serais peut-être parti 3 semaines au mois d'août, bah, peut-être tu ne partiras que 2 semaines. Il faut savoir se dire que si ton projet est clair et bien défini, tu auras forcément des concessions à faire. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui disent, j'aime pas mon travail, j'aime pas ce que je fais. Et on attend trop la dernière minute, mais en même temps, on ne veut pas se donner non plus les moyens.
Et ça, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et je tiens à vous rappeler également que la reconversion professionnelle, tu nous confirmeras par la suite, Sarah, c'est pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que le 1er janvier, vous vous êtes dit, je veux changer de travail, que le 1er Ouais. février, vous aurez changé de travail. Des fois, Non. c'est un cheminement. C'est là dans la tête depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années, mais on ne le savait pas. On a attendu le dernier moment pour se dire, il faut que je change. C'est bien ça, Sarah. Exactement ça. Et c'est vrai que c'est vrai que tu dis, c'est que c'est ne vraiment pas faire ça sur un coup de tête et ne pas hésiter peut-être à se faire accompagner, ne pas être seul dans cette démarche parce que le truc c'est que parfois ça va prendre trop de temps, vous n'allez pas forcément prioriser et faire les bonnes actions. Donc mais vraiment en fait, si moi je vois beaucoup de personnes qui font ça sur un coup de tête et en fait c'est une reconversion ratée. Et là vous allez reproduire finalement les mêmes scénarios d'échec. Ce que vous avez eu dans votre vie de salarié, dans votre ancien job que vous n'aimez pas, vous allez reproduire les mêmes scénarios si vous ne prenez pas le temps vraiment de vous poser et de réfléchir vraiment sur ce qui n'allait pas. Très bien. Il y a une autre question aussi que je voulais te poser parce qu'au-delà du fait qu'on dise qu'il faut changer de métier, il ne faut pas aussi penser trop passion. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui peuvent nous intéresser. Par exemple, j'ai une cliente, elle veut faire du tourisme. Elle veut travailler dans le tourisme, elle aime vraiment ça. Le problème, c'est que le tourisme actuellement, on va pas se dire, c'est assez compliqué par rapport Ouais, à tout ce qui se passe. ouais, Il faut aussi rappeler que des fois, on a envie d'écouter ses passions, travailler dans certains secteurs d'activité, mais la ouais, question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce secteur d'activité recrute? Est-ce que c'est un secteur d'activité où il y a de l'emploi? Est-ce que c'est un secteur d'activité qui évolue? Est-ce que il faut aussi se poser tout ça? C'est pas juste se dire je veux travailler dans ce domaine-là et puis je vais me former, alors que derrière, tu n'auras peut-être pas de travail, ça ne te ouais. servira à rien. Ouais. Et tu vois, ce que tu dis, Muriel, c'est très juste. Moi, ce que je conseille aux personnes, de regarder sur APEC, par exemple, les offres de poste. Voilà, Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est l'APEC pour ceux qui ne savent pas? oui, APEC, APEC. oui, APEC, voilà, c'est un site en fait de recherche d'emploi. Donc, idéalement, enfin, normalement, c'est pour les cadres, mais dans les faits, moi, j'étais au recrutement et aussi des offres non cadres. Et voilà, toutes les annonces sont répertoriées. Et c'est vrai que c'est assez connu et bien référencé. Donc, si vous vraiment vous voulez vous reconvertir, je regardais la question le temps de Kalia, parce que je la connais bien, Oui. Kalia. C'est regardez les fiches de poste, regardez les fiches de poste, regardez sur APEC, est-ce qu'il y a souvent des annonces, ce genre de choses. Et après, ce que tu disais, vous voulez évoluer dans le secteur activité, ce que vous pouvez faire, c'est contacter des personnes, par exemple, qui exercent déjà dans ce secteur. Sur LinkedIn, moi je suis active sur LinkedIn, vous savez que les personnes adorent parler d'elles et partager leur parcours. Eh bien, faites des recherches ciblées sur LinkedIn, une personne qui, je sais pas, qui travaille dans le tourisme, pour qu'elle puisse vous faire part d'un retour d'expérience. Ça, c'est très important. Élargissez vos réseaux, mais votre réseau, ne restez pas seul à ruminer dans votre esprit. C'est très bien ce que tu dis, effectivement. Vous devez vraiment passer à l'action dans ces moments-là. C'est pas forcément aller s'inscrire dans toutes les formations possibles, mais Mmh. déjà vous intéresser au domaine d'activité. Ouais. Voilà, comme tu dis, allez sur LinkedIn, allez voir dans votre entourage, vous n'avez pas des personnes qui travaillent dans ce Mmh. secteur, qui puissent vous parler de ce qui s'est passé pour, même si c'est un peu compliqué actuellement, peut-être aller faire un stage dans le domaine ou Mmh. faire, je sais pas, un film à vie si on le fait dans votre job actuel, mais allez se renseigner pour savoir si ça paye, quelles sont les Mmh. fourchettes. Parce qu'il y a aussi ce truc, on n'en a pas parlé. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent changer de travail, faire des reconversions parce qu'elles veulent gagner plus. Est-ce que ça, tu peux en parler également? Alors, du coup, ça, il faut quand même se leurrer. C'est bien d'être conscient de sa valeur. Après, gagner plus, ça dépend. En fait, il faut dire que d'une manière générale, dans une reconversion, en général, il y a quand même une perte de salaire. Mais néanmoins, si la personne arrive à capitaliser sur vraiment son expérience, parce qu'après, rien n'est impossible, pourquoi pas? Après, il y a une partie aussi savoir se vendre. Parce qu'en fait, un employeur aujourd'hui, moi, j'étais recruteur, donc tu veux prétendre à quel salaire? Mais quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu peux nous apporter en plus? Et souvent, ces personnes qui disent ça, ok, tu veux gagner plus, mais pour quelle raison tu vaux plus? Et être très factuel. C'est-à-dire, en fait, même avant de passer l'entretien, se dire, moi, je prétends, je suis en mesure, je peux être, comment dirais-je, percevoir tel salaire pour telle et telle raison. Et parfois, les personnes sont incapables de dire ça. Oui, je veux gagner plus, mais pour quelle raison? Et si vous arrivez à clarifier cela, pour quelle raison vous voulez ça, vous voulez gagner plus, lors des négos, en fait, lorsque vous allez passer en fait, en de recrutement, pourquoi pas? Mais les personnes, souvent, ne savent pas se vendre et sont pas assez factuelles dans leurs demandes. Ouais, c'est très bien ce que tu dis. Donc, faites bien attention, hein. Vous voulez gagner plus? Pourquoi? Souvent, gagner plus, ça veut donc dire souvent un poste à responsabilité, un poste où il faut beaucoup s'investir, peut-être une formation un peu plus technique. Et comme le dit très bien la solutionneuse, et ça, je vais le lire, parfois, il faut commencer quelque part où on ne veut pas forcément pour prendre de l'expérience, pour apprendre les rudiments du métier avant d'accéder au métier de son choix. Et c'est très vrai. Des fois, il faut repasser par une formation, peut-être baisser un petit peu niveau salaire, histoire de connaître un petit peu
un petit peu tout et puis après se spécialiser. Il faut savoir peut-être être un peu patient et après, c'est là qu'effectivement, on peut effectivement glow up. Alors attention, on dit reconversion par professionnel comme elle l'a dit au début, Sarah, c'est le fait donc de changer de secteur d'activité, de développer de nouvelles compétences pour pouvoir faire un autre métier. Mais si votre but, c'est vraiment juste de gagner un peu plus, avoir un meilleur salaire, des fois changer juste d'entreprise, ça peut le faire aussi. Il n'y a pas besoin de reconversion. Changer juste d'entreprise, ça suffit. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est à peu près 10% la moyenne, en fait, des personnes quand tu changes de job. Donc, vraiment, si c'est juste ça, parce que moi, j'ai vu ça aussi quand j'étais en RH, des personnes qui étaient dans le même métier et qui n'osaient pas voir à l'extérieur ce qui se passe. Et pourtant, elles étaient entre guillemets bankable, hein, vraiment, leur profil était intéressant, mais elles n'osaient pas aller voir ailleurs. Et ça, c'est important. Si vous voyez que vous n'évoluez plus dans votre poste et que malgré tout, vous aimez votre poste, vous n'êtes pas suffisamment payé, allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Essayez, apprenez à vous vendre, mais ne restez pas cantonné et vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais si vous aimez votre métier, c'est important de pouvoir se donner de la valeur à l'extérieur parce que c'est vraiment l'occasion de faire un bond et aussi de se renouveler sans forcément Ouais, tout à fait. Et c'est très bien ce que tu dis. C'est vrai que des fois, quand on reste dans une entreprise pendant 5, 10 ou 15 ans, on est un peu dans sa routine. On se ouais. complaît un petit peu dans ça, mais on voit forcément que le salaire ne suit pas toujours. Et on se rend compte qu'on peut peut-être faire la même chose en ayant un gain salarial. Mais pour ça, il faut se dire qu'on tente les choses. Donc, n'hésitez pas à refaire vos CV. Donc, tenter, c'est refaire son CV, le mettre à disposition sur LinkedIn ou tous les moteurs de recherche qui veulent. Et même si vous ne comptez pas démissionner ou changer de travail tout de suite, peut-être juste tenter pour voir ce que vous valez. Déjà, vous pouvez vous dire, ah oui, passer un entretien par-ci, par-là, pour se dire, pour reprendre confiance en soi. Parce que des fois aussi, les gens qui vont pas repostuler, c'est qu'ils ont peur de se dire, oui, mais est-ce que je sais encore me vendre? Est-ce que je sais passer un entretien? Est-ce que je sais me mettre en avant? Et ça se prépare. Sarah peut vous aider également dans cette démarche-là. Donc, faut pas hésiter à se faire accompagner également quand vous sentez que vous avez des doutes, parce que souvent, tout ça, ce sont des pensées limitantes, des croyances en se disant, je ne suis plus capable de rien, parce qu'on est dans son train-train, on est dans ses habitudes de vie. On se dit, oh, mon job, il est à côté, oh, je m'entends bien avec mes collègues, ah, si. Mais vous avez bien vu qu'avec le confinement, vous êtes beaucoup à vous être mis en télétravail. Finalement, il y avait des réunions Zoom, des réunions Teams. Finalement, vous vous rendez compte que votre travail, vous continuez à le faire même à 10 000 kilomètres, à plusieurs kilomètres de chez vous, du lieu de travail plutôt. Et finalement, vous vous dites, mais en fait, il y a d'autres possibilités en fait. Et Ouais. rien n'est figé dans la vie. Vous avez le droit de changer. Il faut se rappeler, on a le droit de changer d'avis. Tu as le droit de faire un métier pendant 5 ans et que 5 ans plus tard, il ne t'intéresse plus, que tu n'as plus envie de le faire. C'est pas grave, c'est pas la honte. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu as entièrement raison, Marielle. Et c'est vrai qu'il y a quand même, euh, il y a des personnes, tu vois, qui s'interdisent cela en se disant que vont penser les autres, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais échouer, ce genre de choses. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pire de rester dans une situation qui ne correspond pas en ruminant, parce que moi, je me vois, hein, enfin, il y a des filles parfois qui acceptent d'être accompagnées, d'autres qui préfèrent rester toutes seules, et après, elles sont en burn-out. Parce qu'en fait, votre corps vous envoie des messages. Si vous restez, vous savez très bien que la situation ne correspond pas, votre niveau de bien-être va se dégrader. Et là, au final, la situation de burn-out, et c'est dommage d'en arriver là. Il y a des solutions à mettre en place avant ça. D'accord, très bien. Merci pour tout. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous avez des questions, comment rebooster sa carrière, comment réussir une belle reconversion professionnelle, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions pour qu'on puisse y répondre. Je vais démarrer tout d'abord avec une première question, parce que je pense que les grandes lignes ont déjà été dites. Alors, c'est parti avec Michel. Comment pouvons-nous changer de secteur d'activité? Alors là, c'est pas D'accord. totalement clair, mais est-ce que tu vois à peu près, Sarah? Oui. Alors, du coup, changer de secteur d'activité, le truc, c'est que vraiment, donc là, ça veut dire vous gardez le même métier. Donc, finalement, dites-vous bien que ce sera un peu plus compliqué. Moi, j'étais recruteur. Vous changez de secteur d'activité, les recruteurs vont privilégier une personne qui a l'expérience requise et cette activité exigée. Néanmoins, si c'est le cas, ce sera à vous de vous vendre. Par exemple, moi, je pense vraiment à LinkedIn. Hein, moi, je suis plus loin là-dessus. C'est montrer. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, Ah oui, qu'est-ce que LinkedIn, s'il te plaît? d'accord. Oui, moi, je dis oui. Alors, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Et c'est vraiment, il y a des personnes qui disent que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel que pour les cadres. Non, c'est aussi pour les non-cadres. Et vraiment, si vous avez envie de changer de cette activité, c'est aujourd'hui envoyer des candidatures. Pour moi, ça ne va pas fonctionner. Vous devez être présente sur ce réseau social et, si vous voulez, montrer votre expertise
et avoir des postes qui ont de l'impact pour vous faire remarquer auprès des entreprises qui vous intéressent. Et si vous voulez aussi changer de secteur d'activité, c'est à vous de solliciter les entreprises qui vous intéressent en leur montrant la valeur que vous pouvez leur apporter par rapport à même aux expériences passées. Voilà, il y a toujours un lien finalement par rapport à ça. D'accord. Ok. Du coup, tu as fini de répondre à la question ou pas? Excuse-moi. Oui, je manque d'esprit de synthèse, hein, bien sûr. D'accord, très bien. Donc voilà, donc pour changer de secteur d'activité, ben, vous devez aller vous vendre. En fait, il faut se dire que euh, on ne viendra pas vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Si vous restez dans votre coin, on ne va pas venir vous chercher. C'est à vous de vous mettre en avant, à vous mettre en valeur, à refaire son CV. Refaire son CV, ça se fait pas en une fois. Vous pouvez le faire plusieurs fois, de multiples façons, pour divers postes. Ça demande du temps. Ça demande aussi d'être accompagné parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait des CV il y a 15, 20 ans, il y a peut-être 5 ans, et la façon de présenter son CV aujourd'hui a totalement changé, a totalement changé. Il y a beaucoup de choses que maintenant les gens mettent en avant, d'autres choses que les gens enlèvent. Il y a des choses que, par exemple, les hobbies, il y a certains hobbies qu'il faut mettre en avant, d'autres un petit peu moins quand on postule à des postes. Renseignez-vous également là-dessus. Quand vous faites votre CV, il y a une façon réelle de présenter son CV et une façon réelle de se vendre. C'est pas juste dire je veux changer de travail parce que l'autre travail je m'ennuie. C'est expliquer pourquoi vous voulez changer de travail, en quoi vos compétences, vos qualités actuelles vous permettent d'apporter une plus-value sur ce nouveau poste. C'est vraiment à vous de montrer ce que vous valez et pourquoi on doit vous embaucher. Vous devez faire la différence parmi les centaines de personnes qui arrivent, notamment les jeunes. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes un peu plus âgé, 40, 50 ans ou même voilà, vous avez une expérience derrière vous, qu'on va vous oublier. Non, c'est à vous de vous mettre réellement en avant. Est-ce que Je tu voulais peux un peu… compléter, Muriel, par rapport à ce que tu Oui, disais? vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un truc aussi, tu dis, enfin, changer de secteur d'activité, mettez en avant vos soft skills. En fait, les soft skills, en fait, ce sont vos compétences plutôt en termes de savoir-être. Et les employeurs, ce qu'ils vont rechercher, c'est plus les soft skills et non pas les hard skills. Les hard skills, c'est toutes les compétences techniques. Donc, la jeune fille qui posait la question, donc soft skills, ça va être adaptabilité, organisation, ce genre de choses. Et mettez en avant ça dans votre profil. Et aussi, tu parlais de CV. Aujourd'hui, ce qui marche bien aussi, c'est un profil LinkedIn attractif pour que les recruteurs, parce que nous, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais recruteur, on regarde les profils LinkedIn avant de regarder les CV. Donc, vraiment, mettez le paquet là-dessus. D'accord. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, il faut y aller maintenant si vous êtes vraiment en pleine reconversion professionnelle pour commencer à dire coucou, je suis là, coucou, je suis de retour. C'est important, notamment pour toutes celles qui ont délaissé un peu tout ça, Ouais. qui étaient pas du tout sur la recherche d'emploi. Alors, rien qui dit la solution. Moi, je sais que j'ai besoin de changer de travail tous les 2, 3 ans maximum. Alors, c'est bien ce qu'elle dit parce que je vais rebondir. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas forcément bien vu de changer de travail constamment, tous les 3, 4, 5 ans. Souvent, quand tu rentres dans une entreprise, on a toutes et toutes des parents, des personnes qui ont maintenant 60, 65 ans, 70 ans, qui ont fait toute leur carrière dans une entreprise pendant 20 et 30 ans. Et c'était un peu pour ça aussi qu'on était formés, hein. On allait faire des études, obtenir un bac+3, avoir un bac+5. On rentre dans une entreprise et pour beaucoup, c'était je vais rester dans cette entreprise toute ma vie, faire mes enfants, me marier. Et aujourd'hui, tu vas me le confirmer, changer d'entreprise tous les 2, 3 ans, 4, 5 ans, maintenant, c'est bien vu, c'est ça. Oui, voilà. En fait, les personnes ne vous limitez pas par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, au contraire, ça veut dire que vous êtes quelqu'un. Les personnes qui disent oui, ça veut dire que je serai instable, ce genre de choses. Tout dépend comment vous justifiez ça. Donc voilà, c'est parce que vous avez besoin d'avoir des nouveaux challenges, de quelqu'un qui vous ennuie assez rapidement. Est-ce que vous êtes multipotentiel? Multipotentiel, c'est des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt qui ont tendance à s'ennuyer. Donc en fait, le truc, c'est que comment vous allez mettre ça en avant, vous allez justifier cela auprès du recruteur, auprès de votre futur employeur. Et si vous-même, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce qu'en fait, notre vie, c'est le reflet de ce qu'on pense. Lors des entretiens de recrutement, ça va se manifester. Donc vraiment, assumer ce côté-là, c'est pas forcément rédhibitoire. D'accord, très bien. Super, merci pour ta réponse. Ensuite, Plus concise. quelles sont les solutions quand on aime son travail mais qu'on déteste son environnement? Ouais. Alors, tu vois, en plus, Kadia, je la connais. Donc, le truc, c'est que voir, en fait, parce qu'en finalement, là, c'est plutôt lié au manager. Donc, peut-être avoir une conversation avec ses managers, vraiment en étant vraiment authentique et dire, en fait, ce qui ne convient pas. C'est peut-être dans la manière de communiquer ce genre de choses. Donc, essayer de communiquer sans jugement et vraiment exprimer notre mal-être. Après, il ne faut pas se leurrer. Si ces conversations ont déjà eu lieu, à ce moment-là, c'est l'occasion de voir autre chose ailleurs. Parce que c'est dommage qu'il y a des personnes qui vont se dégoûter en restant dans cette situation.
Si vraiment il n'y a pas moyen de changer d'environnement, en fait, la personne va se dégoûter de son job et après vraiment sera vraiment démotivée et va avoir cette boule au ventre et son état d'épanouissement va se dégrader. Donc là, c'est l'occasion justement de chercher une autre opportunité dans une autre entreprise, tout en étant salarié. Et dites bien, c'est que c'est quand même une situation confortable d'être salarié, rechercher un autre job sans pression, mais il faut y aller pour moi. Ouais, du coup, ouais, en plus, on prend son temps pour le coup. Mais du Ouais. coup, là, en pleine période de crise sanitaire, est-ce qu'on recrute encore? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions, qui se disent, mais non, on recrute pas. Ouais. Je devrais plutôt attendre que tout passe avant de changer de travail. Bien sûr, moi j'ai des clientes que j'accompagne aussi dans mon programme pour rechercher un job. Les personnes trouvent, il y a du boulot, il y a des recruteurs qui recherchent, néanmoins, c'est sûr qu'il y a des secteurs sinistrés. Et c'est dommage parce qu'il y a et là, si vous êtes dans la restauration, ce genre de choses, c'est pas la peine, mais c'est pas la majeure partie des personnes. Moi j'ai aussi une cliente qui a trouvé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, il y a des opportunités. Donc, cherchez tranquillement, ne vous dites pas c'est la crise économique, je fais rien. Et de toutes les manières, ce sera aussi une phase de test pour vous. Le fait de passer des entretiens, vous allez prendre confiance en vous et il y a des recruteurs qui recherchent et tous les entretiens se font en visio. Donc vraiment, essayez de vous entraîner un petit peu parce que ça ne se fait pas en présentiel pour que vous soyez à l'aise avec cet exercice. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Ensuite, autre question. Comment retrouver un travail quand nous n'avons pas assez d'expérience dans ce nouveau secteur? Et bien ça, en fait, toi aussi, tu es entrepreneur, Muriel. On parle Mm. de personal branding. Je parle encore de la plateforme LinkedIn. Ça veut dire que Chanela, c'est à toi de te mettre en avant. Comme nous, on va chercher des clients. En fait, c'est toi de te mettre en avant, de dire, OK, c'est vrai que j'ai pas d'expérience, mais voilà mes soft skills. Je repars des soft skills, de tes compétences en termes de savoir-être que je peux vous apporter. Et ça va passer par un profil LinkedIn qui est attractif, par des posts que tu vas mettre, comme nous les posts qu'on fait pour trouver des clients, ben c'est exactement pareil, des posts que tu vas mettre pour pouvoir montrer qui est Chanela, quelles sont mes compétences et qu'est-ce que je peux vous apporter. Donc, c'est à toi de te vendre parce que finalement, les personnes ne viendront pas à toi. Quand elle parle de posts, Sarah, elle parle pas des publications. Mettre en Publication. avant des publications sur LinkedIn que soit tu vas faire de toi-même ou tu vas parler d'un thème précis, ou soit éventuellement tu peux repartager un article que tu as vu et rajouter ton point de vue. C'est ça, hein? Tout à fait, c'est exactement ça. Et aussi, ce que je veux dire, je parle encore du réseau social LinkedIn parce que les sous-exploités, vraiment, que c'est très puissant. C'est aussi mettre des commentaires. Ça veut dire que c'est à toi, Chanela, de te faire connaître. Mettre des commentaires sur des publications de personnes qui exercent dans cette activité qui t'intéresse pour te faire remarquer et vraiment te mettre en avant pour qu'on puisse se dire, ah, Chanela, à travers son activité, à travers ses publications, vraiment, j'ai envie de la connaître et je veux lui donner sa chance. Autrement, il ne se passera En rien. plus, en plus, comme le dit la solutionneuse, tu as déjà le nom pour le personal branding efficace. En plus, c'est vrai, Chanela, c'est pas un prénom comme si très courant. On va Ouais, forcément se rappeler, on va dire, ah, ça me dit quelque chose, cette fille, ouais, Chanela, ah, elle travaille dans tel secteur. Il faut vraiment capitaliser sur soi. Des fois, on se sous-évalue. On croit qu'on ouais. n'a pas d'expérience, alors qu'on en a. Mais effectivement, comme tu le dis, il faut mettre en avant ses soft skills, ses compétences intérieures, parce qu'on a tout un talent. Il y a de la place pour tout le monde, on a toutes des compétences. Mais c'est vrai que la chose dont on oublie souvent de parler, c'est que des fois, quand on pratique certains métiers, certains postes, on ne peut pas mettre en avant toutes nos compétences, toute la palette toute la facette de nos palettes en fait. Moi, je sais que je fais un poste où je suis analyste crédit et actuellement, dans mon domaine, je ne peux pas forcément mettre en avant mon côté toujours relationnel. Ouais. Voilà. En fait, il y a certains postes, certains métiers que vous allez faire. Vous allez répondre à une fiche de poste, vous allez avoir des missions, vous allez remplir les missions. Mais vous ne pourrez pas mettre en avant votre côté peut-être empathie, votre côté un peu à l'écoute. Vous allez être limité. Et Ouais. c'est vrai que c'est pour ça que souvent des gens disent j'en ai marre de mon job. C'est souvent ils en ont marre parce qu'ils se rendent compte que ils ont des compétences, ils ont de vraies qualités, ils ont des Ouais. appétences dans tel domaine, mais ces appétences-là, ils peuvent pas les mettre à exécution au quotidien. Et quand Ouais. on fait un travail 39 heures, voire 40 heures par semaine, bah, au bout d'un moment, on peut être étouffé de se dire non mais moi je suis capable de faire ça. Et moi je connais plein de collègues comme ça où j'ai découvert il y en a certains qui étaient super bons pâtissiers, il y en a qui étaient super bons dans la décoration, il y en a qui étaient super bons dans la couture. Et ça on ne le sait pas parce que c'est parce on leur demande pas Ouais. justement de montrer ça. Et tu vois, c'est essentiel ce que tu dis, Muriel. Merci d'aborder ce sujet. Le truc, c'est que dans ton travail, moi, j'ai travaillé à BPI France. Hein, tu connais Oui. ton compte. Donc, il y avait des analystes de crédit aussi. Donc, je connais bien aussi ce job. Et tu vois, le truc, c'est que moi, pour moi, un job devrait te permettre de briller. C'est-à-dire, en fait, que les talents que tu as devraient se voir, en fait, dans ton métier
pour que tu puisses rayonner. Parce qu'on veut tous, en fait, des personnes qui soient brillantes dans leur job. Et si, en fait, ton travail ne te permet pas de mettre tes compétences et vraiment tes talents, mais vraiment tes talents qui te permettent de rayonner, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas le bon métier qui te correspond. Voilà, donc vraiment, n'ayez pas peur de changer, d'aller voir ailleurs, de vous recréer, de vous redynamiser. C'est possible. Voilà, pendant 5 ans, tu as été assistante maternelle. 5 ans après, tu peux être secrétaire médicale. Après 5 ans après, tu peux être formatrice de secrétaire ou formatrice dans un centre de formation. En fait, il faut pas se limiter. Et effectivement, comme on l'a dit aussi, faut après penser au style de vie que vous souhaitez aussi. Et avoir un moment soit il y aura une baisse de revenus. Mais si vous faites la formation et si vous vous mettez en avant, vous pouvez aussi connaître une vraie hausse de revenus et améliorer votre qualité de vie également. Ça, il faut pas le négliger. Ouais, tout à fait. Autre question. Je suis jeune maman et j'ai un travail qui ne m'intéresse plus. Ouais. Ok. Alors là, c'est très bien d'avoir dit ça, mais il n'y a pas de question. Mais Oui. à ce moment-là, moi, je dirais si tu es jeune maman et ton travail ne t'intéresse plus, je pense Sarah l'a déjà expliqué, on l'a déjà dit en amont, hein. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ton travail ne t'intéresse plus? Pourquoi il n'y a plus de sens? Et Ouais. commencer à chercher un travail dans lequel il y a du sens. Ouais. C'est Ouais. ça? Ouais, c'est ça. Et tu vois, en fait, et ce que Michel aussi te dire aujourd'hui, donc, et en fait, finalement, c'est-à-dire que tu as des besoins qui sont pas satisfaits. Donc, quels sont les besoins qui sont pas satisfaits? Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais et quels sont les besoins que tu voudrais voir dans ton futur job? Ça, c'est vraiment important de s'interroger là-dessus. Et tu vois, ça t'intéresse plus? Est-ce que c'est peut-être plus l'environnement de travail ou est-ce que c'est vraiment les tâches que tu réalises? Parce qu'auquel cas, c'est pas forcément une reconversion que tu veux effectuer. Donc voilà, moi j'aide d'ailleurs les personnes là-dessus. Donc si tu veux qu'on échange, c'est avec grand plaisir, hein, Michel. D'accord. Et comme le dit Kadia, et le pire, c'est quand tu as des compétences et des qualités, on fait tout pour te limiter et t'empêcher de rayonner. Et quand on a ce ressenti-là, tu sais, quand une personne rayonne trop, aussi, quand une personne est trop solaire, parfois ça peut aussi gêner, il faut le dire. Le monde du travail est parfois un monde impitoyable, hein, le monde du salariat. Et c'est vrai que des fois, il suffit juste aussi de changer de manager, de managing, de hiérarchie pour tomber sur une personne qui, à un moment donné, va se rendre compte que tes capacités, tes compétences, en fait, elle en a besoin, elle va te mettre en avant. Et des fois, il faut pas rester là malheureux à se dire, ils vont forcément voir ce que je fais. Si on veut pas te faire évoluer, on te fera pas évoluer. Donc, c'est à toi de prendre le taureau par les cornes et de te dire, eh ben, il y a peut-être quelque chose de meilleur que je peux faire. J'ai peut-être des compétences que je peux donner ailleurs. En fait, faut pas rester endormi, même faut pas s'ennuyer dans un travail où notre valeur n'est pas reconnue, en fait. Comme dit le dicton, tu peux bouger, tu n'es pas un arbre, hein. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça, on parle de leadership. C'est vraiment, c'est vrai que moi, j'ai vu ça aussi en entreprise, des personnes qui ont peur de se faire dépasser et qui ne veulent pas voir des autres briller. Ça, c'est ces problèmes ces personnes, finalement, ne sont pas forcément des bons leaders. Parce qu'un vrai leader, non seulement, en fait, il accepte de voir des personnes, il veut voir les meilleurs dans son équipe, il accepte de se faire dépasser. Donc, vous, en fait, ne vous remettez pas en question si la personne est comme ça et que peut-être ça n'a pas vocation à changer, c'est peut-être l'occasion de partir ailleurs. Mais ne vous limitez pas en disant, bah, OK, c'est peut-être moi qui suis pas compétente. Voilà. Ouais. Je rappelle, hein, pour toutes vos questions, posez-la dans la boîte à questions. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui a peur de changer de boîte juste à cause de la période d'essai? Y a-t-il la possibilité, alors je vois pas tout, Ouais. possibilité, Ouais. je vois pas tout. Euh, que dirais-tu à quelqu'un qui a peur de changer de boîte juste à cause de la période d'essai? Eh bien, écoute, donc la solutionneuse, c'est une question, c'est quelque chose d'assez inévitable. Alors, il faut se dire, alors, du coup, pour se poser les bonnes questions, quel avantage, est-ce que tu auras plus d'avantages à rester dans ta situation actuelle ou est-ce que le fait de pouvoir partir pour un Ah autre oui, job. elle voulait dire, y a-t-il la possibilité de négocier ou de ne pas en avoir? Ah non, 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 la période d'essai, c'est obligatoire. En fait, la période d'essai, c'est en fait c'est le cadre légal. Par contre, après, il peut y avoir un renouvellement de période d'essai. Et ça, c'est l'employeur qui décide. Mais si ça se passe bien, il y a juste une première période d'essai qui est obligatoire. Ça, tu peux pas. Voilà. C'est très rare qu'il n'y en ait pas. Sauf parfois pour les intérimaires. Mais là, je pense que c'est pas ta situation. Tu dois être en CDI, tu veux partir pour un autre CDI. Donc, il n'y a pas vraiment de. Bah après, oui, tu peux mettre fin à ta période d'essai, de voir quand même si tu as trouvé autre chose. De toute façon, c'est pas bloquant, ça. Oui, Non? oui. Du coup, j'ai pas compris la question. En fait, elle parlait de la période d'essai pour son nouvel employeur, c'est ça? Enfin, j'ai pas trop Ouais, en compris. fait, elle a peur de changer de boîte juste à cause de la période d'essai. Donc, peut-être qu'elle est dans une période d'essai de 3 ou 6 mois, qu'elle a Oui, peut-être trouvé autre chose,
mais elle veut casser sa période d'essai. Ah Est-ce oui, qu'elle elle se demande si elle doit négocier sa période d'essai oui, ou alors sinon, d'accord. Ok, en fait, c'est la période de préavis, en fait, que tu veux dire peut-être. C'est la période de préavis ah, quand tu quittes ton ancien job. Donc, pour ça, en fait, c'est au bon vouloir de l'employeur. Donc, si l'employeur est plutôt sympa, il peut te dispenser d'effectuer ton préavis. Ou quelqu'un, tu veux partir plus tôt chez ton nouvel employeur. Mais ça, c'est vraiment, c'est à lui de voir. Toi, tu n'as pas d'accord. trop de pouvoir. Ensuite, rupture conventionnelle ou démission, même aide pour l'auto-entrepreneur. D'accord. Du coup, j'ai pas compris mes mails pour Alors, l'auto. elle veut dire, est-ce qu'on reçoit les mêmes aides de la part du Pôle emploi Ah si on part en rupture conventionnelle ou en démission, si on passe en oui. auto-entrepreneur? Ok. Alors du coup, alors par aide, je ne sais pas ce que tu entends exactement, mais pour la rupture conventionnelle, c'est la voie de départ, enfin idéale, puisqu'en fait, tu as en fait des indemnités de départ qui sont en fait calculées en fait sur les indemnités de licenciement, et puis parfois l'employeur peut faire aussi un geste. Donc du coup, tu as quand même un package assez intéressant, sauf qu'il y a pas mal d'employeurs qui refusent. Et après, quand tu démissionnes, bah, normalement, en fait, finalement, la démission, tu n'as pas d'indemnité de départ. Et lorsque tu démissionnes aussi, tu n'as pas droit au chômage. Enfin, du coup, je ne sais pas si c'était aussi la question, sauf que là, il y a un nouveau dispositif qui est passé pour les personnes en fait qui sont salariées depuis 5 ans. Elles peuvent bénéficier et qui démissionnent pour un projet entrepreneurial qui est vraiment précis, mais par contre, c'est soumis à condition, elles doivent passer devant une commission. Là, à ce moment-là, elles peuvent être éligibles au chômage. Ouais, mais ça, c'est un dossier, faut bien le structurer. Renseignez-vous bien. Ouais, l'idéal, c'est Ouais, un ouais. truc conventionnel, c'est sûr. D'ailleurs, toi, tu peux rapidement nous dire, avant que je passe à notre question, toi, tu n'as pas eu de rupture conventionnelle. Tu as passé, comment ça s'est passé quand tu as quitté ton job pour que les gens sachent un petit peu ton expérience? Bah alors moi, j'ai pas eu de rupture conventionnelle. C'est vrai que l'usage en fait où je travaillais, c'était quand ça se passe bien, pas de rupture conventionnelle, donc démission. Donc moi, ils voulaient me garder, je voulais pas du tout rester. Donc ce que j'ai fait un abandon de poste. Voilà, en fait, c'est l'abandon de poste, ça fait un peu peur. C'est un licenciement pour faute grave. C'était négocié. Ils savaient très bien que j'allais pas revenir. En fait, moi, c'était après mon congé mat. Ça fait un peu peur. Vu comme ça, mais finalement en fait c'était le seul moyen pour moi de partir en ayant le chômage. Et mon employeur, en fait, voilà, enfin, il s'attendait pas à me revenir et on s'est arrangé comme ça. Donc, pensez à ça. Il y a des personnes qui disent, oui, ça me fait peur, l'abandon de poste. Je ne veux pas faire la pub là-dessus parce que le mieux, c'est quand même la rupture conventionnelle. Mais si vous n'avez aucune solution, c'est toujours mieux plutôt que rester dans un job qui ne vous correspond pas. C'est ça. En sachant que voilà, il faut penser au fait que nous, Sarah parle en fonction d'elle, parce que elle, voilà, toi, tu as fait l'abandon de poste, mais on va dire, voilà, t'es mariée, tu as des enfants, voilà, derrière, il y avait quelqu'un qui pouvait, en tout cas, subvenir aux besoins du foyer pendant ton abandon de poste. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi tout Oui, l'ensemble, hein. C'est-à-dire que vous faites pas un abandon de poste comme ça en vous attendant, non, parce que pendant un abandon de poste, il faut quand même continuer à payer les factures, le loyer. Vous devez quand même penser à toutes les conditions possibles. La rupture conventionnelle, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Ça va dépendre comment ça s'est passé ou comment ça s'est pas passé. Il y a l'abandon de poste. Et puis, il y a souvent ce que font les gens, démission, mais ils démissionnent quand ils ont trouvé autre chose. Mais en fait, il y a plein de possibilités et il faut aussi chercher. Comme je vous le dis ouais, tout le temps, vous avez le droit de pas savoir, mais en revanche, vous avez le droit de chercher. Donc, ouais. vous avez tout sur Internet, donc cherchez bien. Et puis, il y a Sarah qui est à votre disposition, hein. N'hésitez pas à prendre contact avec elle. Et juste On pour dire, continue. si je peux me permettre, Muriel, par rapport à l'abandon de poste, le truc, c'est que vous Oui, voyez votre employeur clairement. Parce que du coup, voilà, parce que tu vois, l'abandon de poste, aussi, l'employeur, s'il est assez sympa, le process peut démarrer assez vite. Et du coup, vous n'allez pas rester, vous allez très rapidement sortir des effectifs et bénéficier du chômage. Donc, vraiment, soyez très transparent avec votre employeur pour lui dire, expliquer clairement la situation. Et les personnes, parfois, n'osent pas le faire. ouais, c'est vrai, des fois, ils peuvent être à l'écoute, hein, si tu leur dis, voilà, moi, j'ai envie de lancer un truc. Ouais, faut être clair, t'as raison. Et Mm. comme dit la solutionneuse, il faut pas faire les folles. Oui, oui, il faut pas faire tout sur un coup de tête. Parce que vous voyez beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui vous disent, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils se préparent dans l'entrepreneuriat. Ils mettent de l'argent de côté. Ouais. Ils ont épargné pour cela. Ils sont dans un domaine d'activité où ils savent qu'il y a il y a des moyens. Par exemple, si tu es informaticien dans une grosse boîte et tu te mets informaticien en auto-entrepreneuriat, c'est pas pareil. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention aussi, chacun son histoire, chacun son parcours et chacun son expérience, parce que on ne commence pas toutes avec les mêmes moyens. Donc, c'est pour ça que selon votre spécificité, selon votre histoire, votre expérience, vous devez mettre ça en avant pour savoir quel choix il faut faire par la suite. Mm. Je finis sur les questions. Alors, que dirais-tu? Non, t'as déjà fait. Bah là, on avait déjà répondu à cette question. Alors, attends.
Merci. Au bout de combien de temps un abandon de poste se produit en rupture faute grave? Ouais. Alors là, tu vois, tu vois, j'ai pas les dates exactes, donc je vais pas te dire en fait de bêtises. Mais du coup, ce que tu peux faire en fait, c'est tout simplement regarder. Ou si tu veux, envoie-moi un message sur mon compte. Et moi, j'ai voilà, dans mon réseau, je connais une personne qui est experte en droit du travail et je pourrais te répondre si tu veux. Ok. Bon, ben, Being Queen for a Day, n'hésite pas à envoyer un mail à Sarah. Là, il y a Michel qui dit, mon patron a refusé ma demande de rupture. Concrètement, il m'a dit de donner ma démission. Là, je viens de reprendre mon travail après mon congé maternité. Ils m'ont mise à l'écart. Qu'en penses-tu? Ouais. Du coup, c'est là, finalement, ils veulent un petit peu bah, te faire craquer, en fait, voilà, te faire craquer, te dire, ok, tu quittes ton employeur. Moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est de continuer, en fait, la partie négociation. Moi, je le vois, en fait, parce que moi, j'aide aussi les personnes qui font enfin, je fais si tu veux, des jeux de rôle, simulation, comment négocier un départ. Et si tu veux, en fait, là, souvent, la personne, l'employeur, ce qu'il va voir, c'est que si tu es en position de faiblesse et tu dis, tu arrives en tant que victime, bah, c'est fini, ça va te bien se passer, mais continuer à être hargneuse et te dire, moi, je veux partir. En fait, c'est vraiment ne rien lâcher et montrer à ton employeur que tant que tu n'auras pas tes cultures conventionnelles, tu feras rien. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes baissent les bras, très rapidement, et arrivent vraiment en se disant, bah, ok, je ne vais pas y arriver. Donc, quand même, essayez ça. Et après, si ce n'est pas possible, bah, à ce moment-là, soit démission pour, si tu as un projet précis pour bénéficier du chômage pour les personnes qui sont depuis 5 ans, ou voir éventuellement pour un abandon de poste s'il n'y a pas d'autre recours. Oui, c'est bien ce que tu dis parce que parfois, en fait, l'employeur peut être là pour te tester, en fait, pour te Voilà. tester, pour savoir si c'est pas juste la lubie du moment. Peut-être ça va Voilà. te passer. Et puis, il y a des fois aussi, il faut se le dire, c'est dur à dire, mais là, on va parler vraiment d'humain. Il y a des personnes, en fait, elles vont considérer que tu fais ce que elle n'a jamais fait. Tu es en train Ouais, de la défier. Peut-être que lui, il a toujours pensé à la rupture conventionnelle, il a toujours eu envie de partir et il se dit, mais elle revient de congé mat, pourquoi elle me dit ça, en fait? Pour qui se ouais, prend-elle? Donc, des fois, oui, comme tu dis, il faut pas lâcher, il faut continuer à négocier, à faire en sorte, et puis, rapproche-toi des autorités compétentes, rapproche-toi d'un syndicat pour voir quels sont tes droits, est-ce qu'on peut t'accompagner dans cette démarche de rupture conventionnelle? Si vraiment c'est ton choix, si vraiment tu as bien réfléchi, que tu as tout posé, et si vraiment par la suite tu sais ce que tu as prévu, il faut pas hésiter à ce moment-là à se rapprocher d'un syndicat éventuellement. Et puis il y a toujours l'abandon de poste et tout. Mais comme on le dit, voilà, on connaît pas ta vie personnelle. Peut-être tu ne peux pas faire effectivement d'abandon de poste pour X raisons. Et ça, je peux le comprendre totalement. Il faut voir et tout. Mais il faut vraiment se renseigner et ne pas lâcher. Parce que moi, je peux te le dire, il y a beaucoup d'entreprises qui disent on ne fait pas de rupture conventionnelle. Je peux t'assurer que les ruptures conventionnelles, il y en a tous les jours qui se font. Tous les jours qui se font. Il faut savoir se renseigner auprès des bonnes personnes, aller voir des permanences juridiques, aller voir peut-être éventuellement un petit avocat et se renseigner pour avoir les vraies réponses, les vraies raisons. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais effectivement, ben, les gens ne disent pas, hein, parce que quand tu fais une rupture conventionnelle, il y a des choses, il y a des accords qui se font et tu mm, ne peux pas toujours dire t'as pas le droit de dire certaines choses. Tu dis juste oui, je suis partie rupture mm, conventionnelle. Bon, t'as pas le droit de dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est des trucs, des ouais, accords transactionnels qui se ouais. font. Voilà, bref. Et voilà. Donc, ne baisse pas les bras, ne lâche pas si vraiment c'est ta volonté, si vraiment c'est ton envie, Michel. Hein. Et comme tu disais aussi, ne pas hésiter, tu vois, exactement, tu as dit consulter un avocat éventuellement, parce que parfois l'employeur va se dire, montrer que, en fait, parce que si elle est mise au placard, voilà, je sais pas, enfin, elle n'a pas été précise, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est peut-être très factuel, ils ont fait des choses qui sont peut-être pas, qui sont assez touchy, entre guillemets. Donc, ne pas hésiter à dire que tu vas te faire aussi accompagner, parce que certaines personnes qui n'osent pas le faire et qui s'isolent. Et tu l'as très bien dit à juste titre, Muriel, donc voilà, ne pas rester seule. C'est ça. Il y a une personne tout à l'heure qui disait, alors je regarde s'il y a d'autres questions. Si on n'a pas d'autres, je vais. Non, non, c'est les mêmes questions. On y a déjà répondu. Merci au bout de combien de bah, on a répondu merci au bout de combien de temps un abandon de poste se produit en rupture. Donc non, on a répondu. Donc non, on a répondu à toutes les questions. Par rapport à ce que tu disais, il y a aussi le fait que voilà, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Donc le fait aussi d'être toujours salarié et de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat en parallèle, ça peut être aussi une alternative avant la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très bien. En fait, ça permet de tester une idée. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Du coup, moi, je proposais mes services gratuitement quand j'étais salarié. J'ai bien vu qu'il y avait un gros besoin. Donc, après, je me suis lancée. Et du coup, en fait, vous, ça vous permettra aussi, finalement, d'avancer. Parce que si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, le pire, en fait, c'est de rester inactif. C'est ça qui nuit à l'épanouissement. Donc, voilà, testez votre idée. Si vous avez des personnes dans votre entourage, des cobayes sur qui vous pourrez tester des choses, oui.
Comme ça vous permettra de construire un projet et de se dire, bah, OK, moi, dans 6 mois, faire un rétro-planning, voilà, je crée mes statuts, ce genre de choses, et vous aurez un plan d'action. Tout à fait, c'est très bien ce que tu dis parce que voilà, moi je suis toujours salariée. En plus de ça, j'ai lancé depuis maintenant un an mon service de coaching, de motivation en coaching. Et c'est vrai que ça permet de tester, de pas se lancer comme ça, aveuglé, en se disant voilà, je quitte le salariat du jour au lendemain pour l'entrepreneuriat. Ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut se dire que des fois, le salariat est là pour autofinancer votre future vie d'entrepreneur. C'est-à-dire, de se préparer, de toucher à tout, de faire des tests, parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui se sont un petit peu cassés le bec dans l'eau en se disant je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, tout le monde me pousse à me lancer, j'y vais, et puis finalement, il n'y a pas de clients. Voilà, vous n'avez pas de clients parce que vous n'avez pas testé, vous n'avez pas su. Faut faire attention aux gens qui vous poussent. Des fois, les gens vous poussent parce qu'ils aiment bien ce qu'ils font, mais est-ce que par la suite, ça va être des potentiels clients? Est-ce que ça va être des gens qui vont acheter vos produits? Donc, faites attention aussi. Faut penser à tout ceci, à tout cela, et des fois, faut faire, voilà, comme tu fais, faut tester, faut faire des bêta-tests. Il y en a qui font des business plans. Dans tous les cas, faut pas toujours en faire, ça dépend vraiment du domaine. Mais voyez, franchement, utilisez le moment où vous êtes dans le salariat pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous allez voir, vous allez vous sentir plus soulagé. Le salariat, ça va être quelque chose, voilà, vous y allez, vous faites vos horaires, vous connaissez votre travail. Ça va peut-être que 30 à 40% et les 60%, vous allez vous éclater. Moi, par exemple, je travaille énormément. Hein. Je travaille le soir, je travaille parfois les week-ends. Vous avez vu tout ce que je vous partage sur les réseaux sociaux. Je fais en plus les coachings, je fais énormément de choses. Mais vous voyez ce que je fais, je le fais pas, je souffre pas. Hein. Quand je vous fais les vidéos, quand je vous fais, il y a mon fils, il se prépare pour le basket. Mais là, il est en retard en fait. C'est pour ça qu'il se dépêche. Voilà. Quand je vous fais les vidéos, quand je vous fais tout ça, je souffre pas parce que je suis contente de le faire. Ça fait que du coup, quand je reprends mon travail en tant que salarié, je me dis voilà, c'est pas grave. Je mets de l'argent de côté, je continue à épargner, je continue à avoir mes projets. Voilà, il faut vraiment vous dire quel est votre objectif numéro un, quel est votre objectif du moment. Trouvez vraiment une activité qui vous passionne, dans laquelle vous êtes vraiment vous-même et que vous pouvez vraiment vous épanouir. Mais vraiment, il faut vraiment vous écouter surtout. Et c'est ce qui va faire que vous allez après, par la suite, avoir une belle reconversion professionnelle parce que vous avez pris le temps de vous connaître et de savoir vraiment ce dont vous avez besoin. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu vas voir aussi, tu vois, toi, tu as un très bon relationnel, etc. Donc, cette activité que tu fais, tu comprends parfaitement. Et voir, en fait, quelle activité, parce qu'en fait, c'est ça, dans quelle activité vous pourrez vraiment rayonner. Et tu vois, je te dis juste un petit aparté. Tu sais, moi, avec mes clients, je travaille aussi sur la mission de vie. Et tu vois, je pense que, en fait, notre travail, ça nous permet de contribuer à quelque chose de grand. Et pour moi, en fait, quel que soit le métier, il n'y a pas de sous-métier. Donc, votre métier devrait vous permettre de contribuer à votre mission de vie et qui permet de contribuer à un monde meilleur. Donc, essayez un peu d'avoir une vision un peu grandiose sans vous limiter et ce qui vous permettra après, même si vous voulez changer de métier, vous dites, OK, moi, ma mission de vie, c'est ça. Je sais que je pourrais faire plusieurs activités qui pourront nourrir ce besoin. C'est vraiment très important pour moi. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que la plupart des personnes qu'aujourd'hui qui lancent leur service, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, ils sont passés par la case salariat. Et ça leur a permis d'avoir un socle, de voir voilà ce qu'ils aiment un peu moins, mais ça leur permet aussi de développer d'autres compétences. Parce qu'on va pas se mentir, le diplôme ne suffit pas. Même après le diplôme, ce qui te permet de vraiment voir si tu aimes un boulot, c'est vraiment ce que tu fais dans le concret, dans le quotidien, dans ton poste, dans ton métier. Donc oui, avoir ce socle dans le salariat pour passer à l'entrepreneuriat et puis après faire une reconversion par la suite, ça, il y a pas de souci. Alors là, on va bientôt terminer le live puisqu'on arrive bientôt à 13 heures. Alors, je réponds à la question, qu'en est-il du licenciement pour inaptitude? Est-il possible de faire intervenir la médecine du travail, surtout quand on n'est plus bien dans son métier? Ben oui. Ouais. Oui, ça c'est. De toute façon, en fait, dans le licenciement pour inaptitude, normalement, il y a le médecin il y a le médecin du travail qui intervient. Donc, ça c'est. Oui, il y a une aptitude. Après, je pense après, il y a le métier qui peut passer en maladie professionnelle. Parfois, ça peut passer en travailleur handicapé, puis maladie professionnelle. Mais oui, c'est totalement possible. Justement, c'est la médecine du travail surtout qui intervient. Donc, il faut que tu te rapproches de ton employeur. Tout à fait. En fait, c'est comme d'habitude. Hein. Vous avez le droit de pas savoir, mais il faut chercher. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des choses, nous, on peut vous répondre, mais après, c'est du cas par cas. Vous nous posez des questions, on ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants. Vous devez aller aussi, des fois, passer des coups de fil, envoyer des petits mails. Vous devez aussi vous renseigner, parce que souvent, on reste là avec nos peurs, parce qu'on se dit, oh, ils vont me dire non, ils vont me dire non. Oh non, pour moi, ça va pas marcher, alors qu'on n'a même pas demandé. Il faut demander d'abord, en fait. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas de réponse. Ouais. Donc, demandez, comme tu dis, délégués syndicaux, médecine du travail et puis aussi votre référent RH.
moi, je sais je gérais ce Oui, genre de cas aussi. Donc, vraiment, sentez-vous libre de vous exprimer, mais gardez rien pour vous parce que de toute façon, vous n'allez pas avancer autrement. tout à fait. Il y a une question, mais on en avait déjà répondu. Démissionner direct ou faire une rupture conventionnelle, que conseillez-vous? Bah, C'est la même chose, hein. oui, ça dépend. Mais ça dépend quel est le projet. Enfin, est-ce que démissionner direct, ça veut dire que parce que tu as un autre job et une rupture conventionnelle, bah, à ce moment-là, ça veut dire que tu as un autre projet. Donc, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire après, du coup, pour moi. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est ça pour voir. Parce que démissionner direct, t'as pas forcément derrière de chômage. Mm. Après, si tu avais prévu le coup, tu as mis de l'argent de côté, tu as épargné, bah, c'est bon. Mm. Ou tu as un conjoint qui fait que voilà, vous pourrez tenir sur un salaire ou un salaire et demi, ok. Rupture conventionnelle, on l'a déjà dit, c'est plus avantageux parce que oui, tu as des aides, tu as le chômage par derrière et certains arrivent à négocier quelques petites choses à côté. En fait, il faut vraiment réfléchir. Après, faut toujours profiter de la période où vous sentez que vous avez envie de démissionner pour faire autre chose. Par exemple, si tu es encore salarié, mais que tu vois que tu as envie d'acheter un appartement ou une maison, est-ce que tu peux pas attendre un petit peu, prendre Ouais. sur toi, te faire violence pour rester un peu dans ton boulot, le temps de financer tout ce que tu as à financer? Tu as un projet bébé, peut-être que c'est peut-être mieux de rester dans ton boulot en attendant que de finaliser ton projet bébé. Tu as envie de Ouais. voyager, prendre un congé sabbatique ou te faire payer, ou passer par une transition professionnelle pour faire une formation. Peut-être c'est plus intéressant de demander une absence congé à ton employeur. Il faut utiliser aussi la période CDI, la période où vous êtes en CDI pour voir si vous pouvez pas capitaliser dessus. Mm. Aussi, de prendre tout ce que vous avez à prendre et puis à ce moment-là, partir sur la rupture conventionnelle. En fait, il faut toujours réfléchir à tous les plans. Il faut mettre en place plusieurs stratégies. Il n'y a pas qu'une seule stratégie, il y a plein de stratégies, mais il faut choisir celle qui correspond le mieux à votre situation. Mm. Et puis, quel est votre objectif prioritaire? Et tu vois, ce que tu dis aussi, Muriel, c'est que je pense, quel est votre objectif? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et pour que ça puisse avoir un impact sur votre niveau de bien-être. Parce que tu vois, je vois pas mal de personnes aussi qui disent, oui, je suis pas bien dans mon job, mais en même temps, je veux acheter une maison. Oui, mais est-ce que le fait d'acheter une maison, ça va te permettre d'être épanoui dans ton job? Donc, en fait, il faut voir ses priorités et voir ce qui peut contribuer à votre épanouissement. Parce que vous êtes votre priorité, hein. Je pense que Muriel aussi, tu partages ce type. Oui, tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. Bon, bah là, on va arriver on a fait 1 heure, on ne fera pas plus. Par la suite, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Sarah sur le site Time for Action pour prendre avec elle des appels stratégiques avec elle pour refaire le point sur votre situation professionnelle. Vous savez que moi, je suis toujours disponible pour vous également en matière de coaching, notamment pour tout ce qui est passage à l'action, déblocage, pour pulvériser toutes les pensées limitantes, parce que des fois, très souvent, Ouais, tout c'est se clair. passe dans la tête. Tant qu'on n'a pas fait dans la tête, on passe pas à l'action, on est bloqué. Donc, sachez qu'on est là également pour vous. Si ça vous intéresse, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le repartager autour de vous, de le regarder en replay, de reprendre des notes, de reprendre un bloc-notes, de reprendre des notes de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce qu'on vous a dit, parce que vraiment, tout ça, c'est pour vous permettre d'être épanoui dans votre travail et de vraiment être bien dans votre vie, aussi bien d'un point de vue épanouissement, d'un point de vue bien-être. Et si vous intéressez, si ce genre de live vous intéresse, ça vraiment pour en refaire d'autres sur d'autres sujets peut-être un peu plus précis par la suite. Faut pas hésiter parce que nous, on est vraiment là pour vous. Hein. Ton dernier mot, Sarah, vas-y. Merci à vous. Et vraiment, ce que disait Muriel, en fait, notre vie, c'est le reflet en fait, de ce qu'on pense. Donc, écoutez-vous. Vous savez très bien ce que vous voulez faire. Et vraiment, essayez de affronter vos peurs. En fait, on a toujours peur. Quand vous avez peur de quelque chose, moi, ce que j'ai retenu depuis que je suis entrepreneur, eh bien, ça peut dire que c'est là que vous devez aller, en fait. C'est un signal en se disant, vas-y, avance cette direction. Totalement, c'est bien ça. Donc, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pendant votre pause déjeuner. Merci à toi, Sarah, pour ta disponibilité et toutes tes réponses. Tu as été vraiment claire et vraiment, on sent vraiment une réelle expertise. Donc, n'hésitez pas à suivre Sarah et à aller la contacter si vous avez des questions. Et moi, venez me voir à tout moment. Hein, vous me connaissez, je suis toujours disponible. Et chose importante, n'oubliez pas d'être vous-même, car comme vous le savez, être soi-même, c'est tellement mieux. À bientôt. Merci Muriel. Salut. Salut.